sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, un épisode spécial. On est au Festipod devant un public. C'est la première fois que ça nous arrive. Ça fait 6 ans. Je suis vraiment fier, je suis vraiment heureux d'être ici. Il faut que vous sachiez, les engagés publics, c'est une gang de geeks. Ça a été fondé par Jean-Samuel Plante, Louis-Philippe Valiquette, François Larouche. Imaginez, c'est moi qui est sur scène, mais je ne suis même pas dans les fondateurs. Puis, écoute, ça fait 6 ans que ça existe. 237e épisode ce soir. Donc, on est vraiment... moi, en tout cas, je suis choyé d'être ici. Je suis content. Et on a un invité de marque. Hein? On reçoit Mathieu Lacombe. Salut, Mathieu. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mathieu, c'est phénoménal que des ministres comme ça, que des élus se déplacent pour venir rencontrer des balados-diffuseurs. Des fois, ce n'est pas les plus grosses audiences. On a tendance à penser que tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller dans les grosses plateformes, d'aller voir les grands diffuseurs. Écoute, c'est tout à ton honneur, puis merci beaucoup d'être là. Bien, ça fait plaisir. Je pense d'abord que c'est important, là, si je peux faire la parenthèse, parce qu'à un moment donné, quand on est un élu, on veut s'adresser à tout le monde. Puis c'est pas vrai que tout le monde est toujours aux mêmes antennes, aux mêmes postes de télévision, aux mêmes postes de radio. Donc, évidemment, on se promène. Moi, je trouve que c'est important. Puis, tu as quand même la chance de t'adresser à une partie du milieu du podcasting là, aujourd'hui. Donc, ça touche le domaine culturel. Donc, raison de plus. D'ailleurs, tu parlais de plateforme. Les engagés publics, c'est sur Cube. C'est sur Apple Podcasts, Spotify. C'est aussi sur Facebook. C'est aussi sur YouTube. Donc, je le rappelle, je le dis parce que là, on va avoir peut-être des auditeurs curieux là, dans le contexte du festival. Tant mieux. On a convenu qu'on se tutoyait. En fait, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. On a eu une entrevue ensemble. Ça s'appelait Technologie et humilité. La seule entrevue que j'ai faite sur Twitch live sur 236, parce que ça, c'est le 237 épisode. C'était avec toi, puis on avait eu des problèmes techniques. Ça a été la dernière entrevue en direct avec un élu comme ça, de cette façon-là. Mais je vais faire quand même un petit rappel. Puis là, on avait eu ton CV. Oui. Tu nous avais parlé de toi. Oui. Aujourd'hui, on va parler plus du milieu du podcasting, du milieu culturel. Mais quand même, un petit rappel de ton CV. Là, on aime bien revenir avec ça. Tu as été journaliste pour Radio-Canada. Tu as été chef d'antenne à la barre de TVA Nouvelles à Gatineau. On dit Gatineau. Ici, c'était... TVA Nouvelle Gatineau, Ottawa. Oui, Hein? Bien, parce qu'il y a une grande communauté francophone à L'autre Ottawa. bord. Donc, on couvre aussi, on couvrait donc Ottawa puis l'Est ontarien. Président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Député de la circonscription de Papineau, ça c'est depuis 2018. Tu as été ministre de la Famille, c'est dans cette circonstance-là que moi je t'avais rencontré la première fois. Et maintenant, tu es ministre de la Culture et des Communications. Exactement. Alors, j'en oublie? Écoute, Parce que papa à temps plein aussi, de deux petits gars qui jouent au hockey, qui me promènent d'aréna en aréna. Puis on essaie de concilier tout ça, comme bien du monde d'ailleurs, là, qui ont des emplois plus atypiques. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à la culture? Là? Bien, ça me tentait. Ça me tentait vraiment. Tu sais, la culture, c'est qui on est. Tu sais, la culture, pour moi, c'est un peu, ça fait partie de nos fondations, là, de notre fondation. Puis après, on travaille pour avoir un super réseau de santé. On travaille pour avoir de bonnes écoles, évidemment, avec des enseignants bien formés. On travaille pour avoir une bonne économie, puis créer de la richesse. On travaille pour éliminer la pauvreté. Oui, tout ça, c'est évidemment des missions essentielles de l'État. Mais en même temps, si on fait tout ça, il faut aussi que ça ait un sens. Puis je trouve que notre identité, nos références culturelles, notre langue, évidemment, là, c'est probablement l'élément dont on parle le plus quand on parle de culture. Moi, je pense que ça, c'est important parce que créer de la richesse, par exemple, c'est bien, mais si on crée de la richesse puis qu'on s'anglicise de plus en plus, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on devienne un deuxième Ontario. Tu sais, je veux qu'on reste aussi québécois avec nos références. Donc, tu sais, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui m'intéresse aussi. Donc, non seulement je pense qu'il est important, mais en plus, il m'intéresse. Donc, moi, je suis très confiant que le premier ministre m'a donné le mandat. Ça nous intéresse aussi beaucoup aux engagés publics, je vais te dire, puis je ne veux pas faire mon régionaliste, là, mais moi, je suis de Québec, puis là, je viens à Montréal moins souvent depuis un certain temps, puis ça m'a frappé, l'anglicisation. À chaque fois que je viens à Montréal, ça me frappe.
C'est clair. Puis, tu sais, on parlait de l'Outaouais tantôt. L'Outaouais, c'est la deuxième région. Si on prend Montréal, la région de Montréal, et qu'on en sort, après, où est le défi? Ben, c'est en Outaouais. Tu sais, avec la migration interprovinciale, entre autres. Il y a beaucoup d'Ontariens qui déménagent en sol québécois avec l'inflation, le coût de la vie. C'est encore moins cher d'habiter à Gatineau qu'à Ottawa. Donc, tu sais, il y a une grande migration interprovinciale. Puis, ça met une grosse pression sur la langue. Mais je suis content que ce soit une de vos préoccupations, de vos priorités. Quand je dis « vous », c'est pas parce que je recommence à te vous voyer. Là, comme gouvernement. Comme gouvernement. C'est quoi tes grands constats? Là, tu viens d'arriver à la culture, tu as eu le temps de voir un peu l'état des lieux, tu as regardé les dossiers, tes grands constats. J'en ai un peut-être? Ben oui, je commence peut-être par une observation générale. La culture, c'est gros. Il y en a qui pensent peut-être que c'est un ministère facile. Ouais. La culture, c'est immense parce que fashion. ça va... Il y a une petite partie fashion. Bon, demain, je m'en vais au Gala des Gémeaux, par exemple. Là, les gens me disent, bon, toi, ta vie, ça doit être les tapis rouges puis les galas. Du festival aux Gémeaux. Ben oui, c'est ça. D'une place à l'autre, les deux sont importantes. Mais en fait, ça, c'est minuscule là, dans nos semaines de travail, puis dans un mois, dans une année. Mais ça va de... tu sais, je vous fais un clin d'œil des défis qui sont devant nous pour l'industrie de la balado-diffusion, par exemple, pour les artisans, pour les baladistes, à ce qu'on peut faire pour la créativité numérique, les entreprises qui sont là-dedans, à la préservation de nos églises, à ce qu'on peut faire pour les plateformes numériques, pour que nos contenus comme la musique, comme nos films soient là. Donc, c'est très, très vaste. Puis un des constats que je fais, après avoir dit que c'est un gros mandat, c'est qu'il faut reconnecter avec les jeunes. Puis ça, c'est intéressant. Oui, avec les jeunes. Puis ça, je trouve que c'est intéressant de dire ça ici parce que je trouve que vous avez un médium qui est intéressant pour ça, pour nous aider à faire ça, mais il faut reconnecter avec les jeunes parce qu'on est en train de les perdre. Puis si on perd une génération qui ne consomme pas de produits culturels québécois, qui n'a pas cet attachement-là, qui ne l'a pas développé, ben c'est des jeunes qui vont grandir, qui vont devenir des adultes, qui ne transmettront pas ça à leurs enfants non plus. Donc, je pense que là, on est à une croisée des chemins, puis on est il y a un embranchement devant nous, là, puis il faut prendre le bon côté. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Les sujets qu'on a aujourd'hui vont aller beaucoup dans ce sens-là. Oui. On va parler un peu de solutions du genre. Puis je te cacherai pas, ça réside beaucoup dans la façon, dans le modèle d'affaires. Comment on va pouvoir créer un modèle d'affaires pérenne, quelque chose de stable pour l'industrie du balado et même pour tous les créateurs de balado. C'est parce qu'on a tendance beaucoup à parler d'industrie, mais il ne faut pas oublier que Festipod, c'est un festival de podcasters amateurs. On n'est pas des professionnels du milieu, mais il y a tout le temps cette notion-là, pour certains le sont, j'ai commencé par dire ça tantôt, mais il y a tout le temps cette notion-là quand même de payer le minimum de la production. Puis c'est un modèle qui est très, très différent. Puis j'espère que le gouvernement, si je peux passer un message, va comprendre que les paradigmes changent. Ça ne fonctionne plus par grande industrie nécessairement. C'est vrai. Puis ça, c'est un défi pour le gouvernement parce que le gouvernement est gros, le gouvernement fonctionne par programme. Parfois, le gouvernement est long à évoluer, je vais dire ça comme ça. Puis c'est notre rôle comme élu de venir brasser ça, mais en même temps, en culture, on n'a pas le choix d'avoir cette réflexion-là parce que le modèle change. On ne va plus là, dans les magasins acheter des CD, par exemple. On consomme cette musique-là sur les plateformes en continu. Puis le modèle financier, il ne fonctionne plus. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai lu ton texte sur la publicité où tu dis, le modèle publicitaire qu'on a, peut-être qu'il ne fonctionne plus. En fait, tu dis clairement qu'il ne fonctionne plus. Ça, c'est ma prétention. Puis qu'on devrait réfléchir peut-être à le refonder puis à le repenser. Moi, je pense que ça, là, cette réflexion-là, elle s'applique dans bien des sphères culturelles. En musique, c'est vrai. La télévision, c'est la même chose. Là. On est sur Netflix, on est sur Amazon Prime, on est sur ces plateformes-là, de moins en moins à la télé traditionnelle, mais le modèle de financement n'a pas évolué. Donc, tout ça, il faut qu'on se pose la question. Puis, les balados, c'est la même affaire, parce que c'est vrai que on est devant cette industrie-là, un peu démunie, parce que là, on se dit... Qu'est-ce que c'est un balado? Qu'est-ce que c'est un balado professionnel? Est-ce que quelqu'un qui s'achète un micro qui fait ça dans son sous-sol, on doit le soutenir à la semaine 1? Est-ce qu'il y a des gens dont c'est le travail qui devraient être considérés comme des professionnels? C'est pas évident. Moi, je pense que cette question-là, probablement qu'elle ne fait même pas consensus dans le milieu. On va l'en traiter parce que c'est fascinant cet aspect-là. Mais avant, commençons plus léger. Là. En écoutes-tu des balados?
Nomme-nous, Ben, là, dis-nous ouais. lesquels puis tes préférés. Je savais que tu allais me demander ça. Puis là, je me suis posé la question, je dis, est-ce que je raconte un mensonge? Puis là, j'essaie d'avoir l'air C'est arrivé? intéressant. Est-ce qu'un policier a déjà compté un mensonge? Ben, je pense que c'est déjà arrivé. ouais. Mais là, je me suis dit, je vais être honnête. C'est sûr que je ne suis pas un grand consommateur de balado. D'abord parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse des choix. J'essaie d'aller voir quelques pièces de théâtre par année. J'essaie d'aller voir des films québécois à chaque année. J'essaie de lire des livres aussi, surtout depuis que je suis ministre de la Culture dans la dernière année. Il y a tellement de produits culturels en plus de ma job, parce que je ne peux pas juste consommer de la culture. C'est pas ça ma job à temps plein. Le premier ministre va t'en conseiller quelques-uns livres. Oui, tout à fait, exact. Je préfère la même chose avec les balados, peut-être. Mais oui, j'en ai écouté quelques-uns, mais il n'y en a pas que, je vais dire, il y en a pas que je suis assidûment, puis il y en a beaucoup qui sont liés à mon travail. Tu sais, par exemple, je vais écouter une fois de temps en temps Caucus, qui est un balado de Radio-Canada sur audio. Je vais écouter dans les couloirs aussi, qui est animé par, entre autres, des amis. Donc, oui, qui parle de Niacarini. politique. Oui, c'est Ouais, ça que je soulignons son connais travail. bien. Dominique aussi, qui vient de se retirer, mais qui était là l'année passée. Puis ça parle de mon travail, ça parle de politique. Donc ça, je vais écouter ça. Il y en a, souvent, je peux tomber sur le tien aussi. Les Là, engagés d'ailleurs, je publics. Le mien, m'entraînais. en fait, je veux juste rectifier Oui. parce que c'est pas juste le mien. Oui, tu as raison, tu On l'as est dit tout tantôt. un groupe. Il y a Marie-Christine qui est là aussi. Salut Marie. Il faut parler de Qui l'équipe. est, je peux l'ouvrir. S'il y en a d'autres, manifestez-vous là, parce qu'il fait un peu noir d'ici. Non, c'est vrai, c'est Mais, un travail d'équipe. J'écoute le vôtre aussi, Voilà. une fois de temps en temps. Là, je m'entraînais la semaine passée, je pense, puis j'écoutais ce que vous avez fait avec le candidat du Parti québécois. Pascal Paradis. Oui, c'est ça, Oui. Pascal Paradis, dans la partielle. Donc, Je vais tu sais, recevoir Mme Chouari la semaine prochaine, après-demain, je pense, mardi. Fait que c'est toujours, puis tu sais, j'ai appris sur son parcours, tout ça, je trouvais ça intéressant. Puis il y en a d'autres que je regarde aussi, puis je me disais, ça, j'ai jamais écouté ça, il faudrait que j'écoute ça. Mike Ward sous-écoute, par exemple, je pense que c'est Je pense qu'il y a du monde ici qui c'est collabore très, à ça. très, très populaire. Bon, puis ça, je pense qu'il faudrait que j'écoute ça, là, parce que ça a l'air bon. Puis il y en a aussi, puis je vais faire une parenthèse, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant aussi dans le contexte où les médias changent. Puis je vois ce que Marie-Claude Barrette fait, par exemple. Puis, tu sais, c'est qui un bel s'adresse exemple, ça. à un très, très large public. Tu sais, Marc-Claude Barrette qui a perdu son émission, Ouais. puis qui s'est dit, ben oui, vous savez quoi, moi, je vais prendre mon réseau de contacts, puis ce que j'ai comme talent, là, interviewer les gens dans un point de vue plus humain, puis je vais me lancer, tu sais, je vais faire je pense que c'est un balado, là. Oui, C'est on filmé, peut appeler tout ça comme ça, mais Bon. là, c'est parce que là, tu sais, encore une fois, puis là, il y a des gens ici qui sont des puristes qui vont dire un balado, c'est audio. Ouais. Hein? Fait que là, quand il y a la vidéo, mais c'est ça. arrêtons-nous pas à ça aujourd'hui, mais c'est un excellent modèle, un bel exemple que tu nous soulignes parce que, justement, c'est c'est une belle illustration que le modèle change. Oui. Ça se passe pas à travers des grandes plateformes de diffusion. Étienne, rien contre les grandes plateformes de diffusion. Étienne est avec nous aujourd'hui, il travaille à Cube. Puis j'écoute là-haut sur la colline aussi. Puis Cube, c'est intéressant. Non, mais Cube, c'est intéressant. Tu nous attendais un, là, hein? Non, mais Cube, c'est intéressant parce que, tu sais, je me posais la question en m'en venant tantôt dans l'auto. Je dis, bon, Cube, est-ce que je le nomme comme un podcast, comme un balado, mais c'est de la, tu sais, on présente comme de la radio, mais en même temps, c'est un contenu, tu sais, qui est déposé, qui est là, qu'on peut écouter un peu quand on veut. Donc, tu sais, l'industrie change. Ben merci. Il y en a quelques-uns. Moi, c'est ça, t'es pas pire, t'en as quelques-uns. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de l'industrie. On va parler de reconnaissance du balado comme produit culturel, puis tu as commencé à l'adresser tantôt, puis c'est une question qui fait débat dans les groupes là, entre les personnes qui sont ici même aujourd'hui. Est-ce que le balado est un produit culturel? Ben, c'est une excellente question. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas la prétention de le savoir plus que vous autres. Puis, je pense que c'est une discussion qui est en cours parce que le modèle change, le modèle évolue, puis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, si j'y vais un peu de mes réflexions à moi, puis de comment je vois ça, est-ce que c'est un produit culturel? Bien, je pense que c'est un médium, d'abord et avant tout, comme la télé, comme la radio. Le balado, c'est un médium qui permet de passer du contenu. Puis après ça, le contenu, il peut être très, très varié. On peut parler de réno, ou on peut parler d'art et de culture. Donc, je pense que c'est avant tout un médium qui devient incontournable parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le consomment, donc on ne peut pas l'ignorer. Fait que là, où est-ce que ça devient un peu des zones floues, le balado peut être, selon moi, un produit culturel dans certains cas, dans d'autres cas, un canal de promotion de la culture.
Est-ce que les deux deviennent finançables de façon équivalente? C'est toutes des questions qu'on se pose dans l'industrie. Oui. Puis même les formats, un balado, un show de chaise, ce qu'on fait là, ça a-tu la même valeur au point de vue culturel, par exemple, qu'un balado de documentaire ou un balado culturel? C'est une bonne question. Si je fais la comparaison avec la télé, il faudrait qu'on réponde oui. Parce que, à la télé, on va financer, on va soutenir financièrement par le biais de plein d'outils financiers. On peut parler de crédit d'impôt, de subventions. On va venir aider financièrement une émission, même si elle parle de rénovation. Puis on va en soutenir une qui est une émission de chaise, comme tu fais référence à ce qu'on fait en ce moment. On va soutenir ça, même si ça ne parle pas de culture. Là. On n'est pas toujours obligé de parler de culture. Non, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est une bonne discussion. Puis oui, à un moment donné, quand cette discussion-là va avancer, moi je pense que c'est inévitable. Il va falloir trouver des solutions, puis que notre modèle de financement évolue. J'en parlais tantôt. Oui. Puis qu'on vienne progressivement soutenir les artisans qui font de la balado. Les artisans. C'est inévitable. Et les entreprises. Parce que ça, c'est une distinction. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on fait ça aussi beaucoup aux engagés publics, on explique, on démystifie, on cherche à éduquer, la distinction entre le calque et la SODEC? Oui, la SODEC, c'est pour les entreprises, donc Société de développement des entreprises culturelles. Donc, la SODEC fait ce travail-là, le fait bien. C'est pas toujours parfait. Je pense que l'exemple du podcast, c'est un bon exemple. On va en parler. Il faut être capable de s'adapter, puis la solution n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours simple. Bref, voici pour la SODEC. Le calque, le Conseil des arts et des lettres du Québec, est davantage tourné vers la création pour soutenir les artistes en tant que tels. Donc, si je généralise, là, puis que je vais de façon très bref, je dirais que c'est la grande distinction. On a l'impression des fois dans l'industrie que la SODEC fait pas tout à fait fait son nid, à savoir justement répondre à cette question-là. Est-ce que le balado est un produit culturel? Puis, tu sais, je te cacherai pas, j'ai eu la discussion, je parlais de Carl tantôt, même Élodie, on en parlait, j'en ai parlé avec Stéphane Berthomé ce matin encore. De voir que le financement arrive par projet, c'est essoufflant pour les entreprises. Puis, c'est difficile de cette façon-là de construire une industrie pérenne, une industrie qui va s'en sortir puis qui va être capable d'avoir une vision à long terme. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons à la SODEC qui se travaille, qui pourrait justement commencer à nous aider à structurer notre industrie? Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose dans les cartons, ce serait faux. Je ne peux pas dire qu'il y a déjà une solution qui est trouvée, sur laquelle on est en train de travailler, mais je réitère que c'est une discussion qu'on doit continuer d'avoir, mais qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas. Quel projet on soutient? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout soutenir tout le temps. Non, c'est vrai aussi en télé, c'est vrai en musique, on ne peut pas tout soutenir tout le temps. Donc, tu sais, quels critères on met en place, quel projet on vient soutenir? Moi, je pense qu'à la base, on doit se dire qu'on doit faire quelque chose. Pour moi, c'est inévitable. La question, c'est pas de dire est-ce qu'un jour, on devrait ou pas financer le balado. Moi, je pense que cette réponse-là, c'est oui. Maintenant, comment on le fait, ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est inévitable. Tu sais, je regardais les chiffres, c'est Net Tendance. C'est produit par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval. Puis je voyais, tu sais, quand je dis que c'est inévitable, 2021, un Québécois sur 3, à peu près, 30 2022, on est à 34 des Québécois qui consomment des balados. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aller aussi où les gens sont. Donc, est-ce que c'est prêt? Non. Est-ce qu'il faut avoir cette réflexion-là? Oui. Est-ce qu'on est en train de l'avoir? Oui aussi. Mais je pense que c'est une discussion qu'il faut qu'elle soit commune. Donc, ça m'amène vers la place que prend la balado dans l'écosystème culturel, autant au Québec qu'à l'international. Il y a des défis, on le voit, mais il y a aussi des grandes opportunités, ne serait-ce que pour justement la valorisation de la langue française, disons-le comme ça, les échanges avec, justement, dans la francophonie et autres. Mais c'est quoi l'importance pour toi? Puis là, tu as parlé de 34 tu as dit? 34, oui. 34 c'est super intéressant. C'est quoi l'importance du balado dans le paysage culturel québécois actuel?
Bien, effectivement, je viens de donner le chiffre. Ouais. Là, 34 c'est énorme. C'est beaucoup de Québécois. Là. Donc, ça veut dire que c'est un médium qui rejoint le monde. Puis après, ben, il rejoint dans différentes sphères. Là, on l'a dit, ça peut être un balado sur la politique, comme ça peut être, je ne sais pas moi, la traversée du siècle, qui s'intéresse au rôle des femmes à travers l'œuvre de Michel Tremblay. On est dans des univers différents, comme à la télé, comme à la radio, comme on vient de dire. Donc oui, c'est inévitable, c'est incontournable plutôt. C'est un médium qui rejoint le monde. Donc oui, il y a une place importante, puis sa place, elle est là. Puis tantôt, je parlais des jeunes. Ouais. Ça, je n'ai pas de données là-dessus. Bon, je ne suis pas capable de dire est-ce que c'est davantage les jeunes qui écoutent, mais je pense en tout cas que bon, si on regarde tout ça, puis qu'il faut gager, là, ben moi, je pense que c'est un modèle qui rejoint pas mal plus les jeunes qui sont habitués à choisir des contenus sur demande plutôt que d'ouvrir puis attendre qu'on leur propose quelque chose. D'ailleurs, puis je suis en train d'interpeller quelqu'un dans la salle, là, mais Étienne me montrait les plateformes, puis on déplorait que quand on ouvre une plateforme, je me demandais si au gouvernement, il n'y a pas, ou même au ministère, il n'y a pas quelque chose que vous pourriez, un travail que vous pourriez faire auprès des grandes plateformes, à savoir qu'on ait une meilleure présence sur les plateformes, tu sais, comme Apple Podcast, Spotify. C'est pas une question d'algorithme des fois, c'est aussi une question de décision. Mon Dieu, pars-moi pas là-dessus, parce mais que on va finir l'émission là-dessus. Je te pars certain. Moi, je suis allé en France. On a jusqu'à 16h, Louis-Philippe me l'a dit tantôt. Non, ça, c'est pas vrai. Okay. Mais c'est vrai qu'il a dit ça, mais c'était pas vrai que j'étais disponible. Mais je vous donne un exemple. Le terme technique qu'on utilise, c'est la découvrabilité. Ça veut dire, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas aimer ça. Quand ça ne nous est pas proposé, on ne peut pas le choisir. Fait qu'à un moment donné, on doit se faire proposer des contenus francophones pour pouvoir les choisir puis éventuellement les aimer, les adopter. Donc ça, c'est la découvrabilité. C'est le terme qui est utilisé. Je vous donne un exemple. Je suis allé en France parce que je devais aller à l'UNESCO, justement, pour des travaux en lien avec la culture. Puis, ça avait rapport avec les grandes plateformes. Puis, en France, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ouvre Netflix. Puis, parce que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis, j'avais eu une grosse journée. Fait que j'ouvre Netflix. Puis, quand tu ouvres Netflix en France, tu arrives culturellement en France. C'est incroyable. La différence, pour moi, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Puis la France le fait parce qu'évidemment, c'est un pays, puis fait partie de l'Union européenne. Je suis pas en train de partir de débat. Là. Mais la France a des outils en tant que pays, puis fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne s'est donné des règles de base, puis a dit aux États membres, aux pays membres, bien, vous pouvez aller plus loin. Puis la France est allée plus loin. Fait que la réflexion qu'on a, nous, au gouvernement du Québec, parce qu'il y a eu C11 du gouvernement fédéral, évidemment, le Québec, bon, c'est pas un pays, mais c'est un État avec un gouvernement. Fait que moi, je pense que oui, il y a C11, le projet de loi du gouvernement qui a été adopté, du gouvernement fédéral, qui amène des obligations en termes de contenu francophone, de découvrabilité pour les grandes plateformes. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, puis surtout, il faut avoir des lunettes québécoises, parce qu'il n'y a pas unanimité non plus là, sur C11 à Ottawa. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un gouvernement qui n'est pas favorable à C11 l'élimine aussi. Fait que moi, je pense qu'au Québec, là, même si, bon, on n'est pas un pays en tant que tel, on doit prendre tous les outils qu'on a puis étirer l'élastique constitutionnel là, le plus possible, parce que c'est une question de champ de compétences, etc. Mais c'est trop important. Là. Ça, c'est notre culture. Là. Fait qu'il faut étirer ça pour être capable, nous autres, là, de poser des gestes. Puis je termine là-dessus. Là. Je t'avais dit, je ne serais pas arrêtable. On est là pour t'écouter, toi. Mais on a j'ai mis sur pied un comité, Louise Baudouin, qui a été ministre de la Culture, des Communications, qui a été déléguée générale du Québec à Paris, qui est une femme exceptionnellement intelligente. Clément Duhem, ancien numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. Geneviève Guévremont, qui est professeure titulaire de la chaire UNESCO à l'Université Laval, puis Patrick Taillon, que vous connaissez peut-être, qui collabore d'ailleurs avec Cube, qui est prof constitutionnaliste aussi à l'Université Laval. Fait que ce groupe-là, moi, je leur ai demandé, voici l'objectif que je veux atteindre, proposez-moi des chemins pour y arriver. Puis c'est pas mal intéressant. Puis je pense qu'on va être capable vraiment de poser des gestes pour être capable là, que quand on ouvre les plateformes, on arrive au Québec. C'est toi qui as amené le sujet, puis inquiète-toi pas, on ne partira pas là-dessus. Mais parce que justement, pars-moi pas là-dessus. Mais on les a-tu, les outils? Okay? On les a-tu, les outils? Comme... Puis là, je déteste le mot, mais c'est vraiment le mot qui convient dans la circonstance, comme province.
On les a dessus, les outils, pour protéger Ouais. puis valoriser notre culture? C'est bon. Moi non plus, j'utilise pas beaucoup le mot province parce que je pense qu'on est effectivement plus Je pense que qu'une là-dessus, province. on s'entend sur On l'aspect est une nationaliste. nation, on est une nation, tu sais, puis on est un État d'abord. Mais c'est quand puis avant même tout, ça puis on notre est une réalité, là. nation. Mais c'est vrai que ça peut nous limiter dans certains gestes qu'on veut poser parce qu'il y a certains pouvoirs qui sont détenus par le gouvernement fédéral. Mais en même temps, sur la question culturelle, c'est une question de survie culturelle. Donc, moi, je pense qu'on doit étirer ça au maximum. Puis, à un moment donné, ça peut avoir l'air un peu psychédélique, là, ce que je vais dire, mais tu sais, le droit, c'est une chose, les champs de compétences, tout ça, évidemment, c'est officiel, c'est interprété, les tribunaux se mêlent de ça. Mais il reste qu'à un moment donné, comme société, quand on parle de notre culture, ben au-delà de tout ça, là, tu sais, il y a des choses encore plus importantes, puis il faut trouver des moyens de contourner tout ça, là, puis d'être capable d'avoir les bons outils. Parce que si on laisse passer ça, puis qu'on s'en remet au gouvernement fédéral, il n'y a pas les mêmes intérêts que nous sur cette question-là. Donc, on doit étirer ça au maximum, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Écoute, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, de la formation, promotion du talent local, favoriser la qualité de production. On en parlait tantôt, en finançant les entreprises aussi, pas que les artistes. Puis même là, on ne voit pas beaucoup de projets passer. Comment le balado peut contribuer à soutenir et renforcer justement la présence francophone en Amérique, mais aussi à l'international? Parce qu'on a un outil là, entre les mains. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que je pense qu'on doit réfléchir à comment on va pouvoir le soutenir financièrement. Parce que là, ça se fait à la pièce. Puis je regardais, bon, je savais que je venais ici, fait que je voulais voir un peu quel genre de balado on a soutenu dans le passé. Puis c'est surtout des balados qui sont liés au sujet culturel. C'est-à-dire, c'est pas un modèle qui est soutenu en tant que médium, en tant que véhicule. Ce qui est soutenu, c'est surtout ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc, tantôt, je parlais des Années-Lumière. Qui est sur audio, si ma mémoire est bonne, ben ça a été soutenu parce que justement, ça parlait de culture. On a le programme de rayonnement, par exemple, de la culture, le programme de soutien au rayonnement de la culture québécoise chez nous au ministère, qui peut servir à ça aussi, à soutenir des balados qui feraient rayonner notre culture partout. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, comme je l'ai dit tantôt, là, je ne me répéterai pas, parce que oui, plus on va financer des projets, puis plus on va les soutenir, bien, plus on va prendre notre place dans l'univers numérique. Mais c'est important, t'en conviens. La culture, c'est dans l'univers numérique là, que son avenir se retrouve. Ce n'est pas à la télé, puis c'est pas à la radio. C'est encore important, mais dans 30 ans, on va être ailleurs. Là, je suis content d'entendre le ministre le dire, parce que des fois, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait ça qu'on constate sur le terrain. Des fois, c'est long à changer. C'est sûr que c'est... Mais on compte sur toi, Mathieu. Ouais. Pour la langue. Pas de pression, non? Pour la protection de la langue aussi. C'est tout de toi, là. Mais c'est vrai qu'ultimement, plus on va prendre notre place sur les plateformes numériques avec des balados, parce qu'on l'a dit tantôt, là, les Québécois consomment. Donc, si on ne leur offre pas des produits qui viennent de chez nous, ils vont consommer des produits qui viennent d'ailleurs. Puis, notre voisin est particulièrement prolifique, là, de par son nombre d'habitants. Je parle des États-Unis, où le balado explose aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument soutenir parce que c'est pas vrai que tous les balados peuvent être rentables. Puis même dans le contexte francophone, les frontières n'existent plus. Il y a beaucoup de produits, que ce soit des vlogs, donc YouTube, les YouTubers. D'ailleurs, je parlais tantôt avec ceux qui vont être ici, puis j'ai oublié le nom, je m'excuse, là, peut-être vous pouvez me le crier. À 16h, il y a un autre balado, il parle de cinéma, puis on jasait avant que tu arrives, puis il me disait qu'en France, il y a eu un gros programme du gouvernement pour financer, justement, pour encourager la production française, dans ce cas-là, vraiment, là, je ne parle pas de la langue, mais française sur YouTube, d'où l'essor, là, tous ceux qui ont des enfants ici ont été exposés à des YouTubers français. Mon Dieu, oui, je vous le confirme. Des fois, j'ai l'impression d'avoir élevé 2 Français dans la maison. Là. Ils ont des expressions, puis ça vient... c'est tellement... je veux juste faire le lien. C'est exactement ce que je veux dire. Il y a une demande. Puis, moi, je la vis, là, justement. On parle des YouTubers. Moi, je la vis. Là, mes enfants veulent toujours écouter des vidéos sur YouTube. Puis, en ce moment, l'offre
elle est très française, en français. Il faut prendre notre place. Elle est française, donc les références culturelles, au-delà de la langue qu'on partage, les références culturelles ne sont pas du tout les mêmes. Là. La langue, elle n'est pas la même non plus. Là, donc, c'est sûr qu'il faut s'assurer, là on parle de YouTube, mais il faut s'assurer effectivement qu'on a une offre parce que la demande, elle est là. Il faut soutenir les créateurs de contenu québécois. Oui, dans le nouveau modèle. Mais c'est pas simple. Le principe semble simple, là, puis on est tous d'accord, puis on dit oui, il faut le faire, c'est important. Mais après, le diable est vraiment dans les détails. Je suis d'accord. Ouais. Mais juste te donner un exemple, puis vous êtes un très bon exemple à la CAQ. Quand ça devient essentiel, on est capable de bouger les choses. On l'a vu avec la pandémie. Tout ce qui semblait impossible le jour d'avant, ça s'est accéléré d'un coup. Puis là, on a fait des choses incroyables. C'est fou quand tu y penses, là, ce qu'on vient de traverser, puis la façon dont vous... Puis, tu sais, je suis en train de vous lancer des fleurs, là. Soudainement, ce qui nous semblait insurmontable avant, on était capable de l'abattre parce qu'il y avait l'essentiel était présent, était là, au bout du... non, mais tu as raison. Puis moi, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est impossible. Là. Je pense que c'est très réaliste. Je pense que c'est juste incontournable. C'est vers là que la culture va, ce médium-là, le monde numérique. Donc, on peut bien essayer de vivre dans le passé, mais le soleil va se lever demain matin, là, qu'on essaie de l'empêcher ou pas. Donc, il faut le prévoir, il faut gérer ce changement-là, mais c'est sûr que ça amène des discussions qui sont essentielles, là, parce que les questions que je posais tantôt sont quand même les bonnes. Là, au-delà du principe qu'il faut soutenir la production de contenu, puis il faut soutenir ce nouveau médium, qui est de moins en moins nouveau, là, mais qu'il faut le soutenir. Bien, les vraies questions, c'est on soutient qui? On les soutient comment? Quelqu'un qui s'achète un micro, qui a son ordinateur, qui fait ça dans son sous-sol, est-ce que ben oui, mais à partir de quand, au jour 1, est-ce qu'on doit le subventionner? Parce que c'est de l'argent public, tout ça. Est-ce que c'est à un certain moment? Est-ce que c'est un certain type? Quelles règles on se donne? Moi, je pense que cette discussion-là, je suis fatigant, mais il faut qu'on l'ait, puis c'est pas une discussion qui est évidente. Les réponses ne sont pas nécessairement évidentes. Bon, on revient souvent à ça, puis finalement, je me rends compte que notre discussion nous ramène constamment à ce moment-là. Donc, ce moment-là, j'imagine que je m'attends à ce qu'il soit provoqué par le ministère, là? Ben oui, tout à fait. Non, mais tout à fait, tu as raison. Puis je pense que... Que ce soit le CALQ, la SODEC, ou je sais pas. Je pense, ben oui, mais les institutions sont déjà au courant là, qu'on doit bouger. On le sait qu'il y a des choses qui se font. Elle a dit m'en faisait état tantôt, d'ailleurs, qu'il y a des travaux. Ah non, c'est Carl qui me disait qu'il y a des travaux qui sont faits avec la SODEC. Là, je le vois pencher la tête en même temps. Mais en tout cas, regarde, si on peut concrètement jeter les premières bases de cette discussion-là, ça sera merveilleux. On a un plan culturel numérique aussi à renouveler, dans lequel on va mettre beaucoup d'argent. Donc, évidemment, quand je vous parle de réflexion, je pense que c'est du moyen terme. Ben, tu nous inviteras autour de la table. Mais tu sais, puis là, c'est vraiment pas une question, c'est vraiment pour alimenter la discussion, parce que, comme tu le disais tantôt, il y a des choses qu'on ne contrôle pas toutes, là, puis je ne te mettrai pas la responsabilité de trouver le modèle d'affaires qui va sauver le numérique francophone en Amérique. Mais je me questionne beaucoup, moi, je m'intéresse beaucoup, puis tu l'as vu, tu disais que tu avais lu un de mes textes, je suis ravi. C'était sur Grenier aux Nouvelles, là, je pense, oui. Ah, OK, c'est celui-là, oui. Ouais, OK, ouais. Bon. Puis je m'intéresse donc, en tout cas, ça pour vous dire que je m'intéresse beaucoup au modèle d'affaires dans le milieu. Là. Moi, je trouve, quand tu suis la piste de l'argent, puis tu vas souvent trouver la stratégie pour sauver quelque chose ou trouver des réponses. J'aimerais ça parler des médias sociaux parce que là, tu sais, on voit tout ce qui se passe avec justement les médias traditionnels. On essaie de remettre la pâte dans le tube. On ne s'en est pas occupé pendant longtemps. Le modèle d'affaires publicitaire qui va être associé à ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est carrément relié au texte, finalement. C'est quoi les leviers comme organisation, comme collectivité qu'on a pour pouvoir venir réglementer tout ça, légiférer et... Non, mais c'est ça. C'est un chantier qui est immense. Mais encore une fois, je suis fatigant, qui est incontournable. Parce que, je le disais tantôt, le monde a tellement changé, puis on évolue encore avec des règles qui datent, je ne sais pas, des années 60, 70. Donc, moi, je le constate en musique, je le constate en télé,
Je le constate, on le constate en radio, le frigidaire est cassé. Là. C'est l'expression, on ne pourra pas continuer comme ça pendant des années. Puis ce que je dis à peu près à tout ce qui bouge dans le milieu culturel et des communications, les gens que je rencontre, c'est quoi vos idées, puis c'est quoi votre analyse. Puis je finis toujours par leur dire, il faut avoir une vision globale, il faut asseoir tout le monde ensemble, puis réfléchir le modèle. Parce que là, bon, toi, tu nous parles d'une partie, mais c'est ça, moi, je viens de te nommer d'autres parties du problème. Mais c'est les droits d'auteur. C'est la façon dont on travaille avec nos crédits d'impôt pour financer, par exemple, les productions culturelles. C'est la façon dont on travaille avec nos subventions. Comment on peut s'assurer que, je déborde un peu, mais que lorsqu'on produit un film, ben, qu'on comprenne que le cheminement naturel, c'est de sortir le film puis de le faire différemment d'avant parce que c'est pas tout le monde qui va dans les cinémas puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'écouter en ligne, mais que financièrement, ce soit viable d'avoir cette nouvelle trajectoire-là, puis que les artistes n'en fassent pas les frais parce que là, ils sont pénalisés, puis parce qu'on ne veut pas mettre le film sur les plateformes, parce que si on fait ça, bien, on va être brimé dans notre financement, qu'on soit du gouvernement ou dans l'entente qu'on a signée avec tel ou tel distributeur. À un moment donné, ça ne peut plus fonctionner de même. Donc, il faut revoir ça de façon globale, avoir la réflexion pour que tout ça soit cohérent, puis adapté au modèle du siècle dans lequel on vit. Là. C'est intéressant que tu nous l'amènes, puis la façon que moi, en tout cas, je vais parler pour moi, que je vois le balado, souvent, c'est trop souvent, on oublie des phases. On réussit à aller chercher du financement, on pense à la conception, on va penser à la création, la production, un peu de post-prod, tout ça, mais on n'a jamais pratiquement du tout de promotion. Promotion, oui. Puis, ça, c'est un gros enjeu. Est-ce que, puis tu as parlé toi-même, tu as ouvert le sujet tantôt, tu as parlé du sujet tantôt de la découvrabilité, mais ça demande des investissements, mais même au-delà de la découvrabilité, parce que c'est relativement passif, mais de façon active, la promotion, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intégré aux enveloppes de soutien éventuellement? Puis là, je ne veux pas qu'on aille là, une gang de quêteux toujours en train d'attendre le financement, parce qu'on peut ouvrir la discussion, comme je te disais, les modèles d'affaires changent, tout ça, mais comment on peut aussi financer la promotion? C'est une question, moi, qui m'obsède parce que trop souvent, elle est oubliée. Puis c'est ce qui fait qu'on a l'impression que le balado, ça ne marche pas. C'est parce qu'en réalité, comme tu as dit, on les voit pas. Il y en a qui fonctionnent très, très bien. Puis je pense qu'ils sont en mesure de monétiser ce succès-là aussi. C'est très indépendant. Oui. Mais en même temps, il y en a d'autres. C'est comme pour le reste. Il y a des émissions de télé qui ne font pas de très, très grandes cotes d'écoute, mais sont quand même soutenues parce que c'est des émissions qui sont importantes. Puis qui véhiculent un contenu qui est important. Puis comme société, on doit accepter, je pense, de subventionner. Donc, je dirais que c'est un peu la même chose pour moi. Mais si tu me poses la question sur le balado, mais la promotion donc, là, surtout, est-ce qu'on pourrait la soutenir plus? Je n'ai pas la réponse à... Ça serait intéressant de le mettre dans vos... J'ai pas la réponse à cette question-là. Attache un gros lot à ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est une question sur laquelle je n'ai pas la réponse, mais en même temps, ça fait partie du problème parce que, puis je fais souvent des liens avec d'autres secteurs, mais quand je dis que tout ça est global, c'est un environnement, là, c'est un écosystème. C'est la même chose pour nos films. Là, quand on produit un film jeunesse, on est en compétition avec Pixar, Disney, on est en compétition avec les grands studios américains qui, eux, mettent, on m'expliquait à peu près le même budget en promotion qu'ils ont mis en production. Donc, vous comprenez que c'est énorme. Puis de notre côté, c'est exactement ce qu'il me disait. On a de la misère à faire la promotion de nos films. Donc, je pense que ça fait partie du... ça va être intégré à la réflexion. Oui, bien, ça doit faire partie de la réflexion globale sur l'écosystème. Le temps file. Je suis en train de... le temps qu'on avait pas mal commence à arriver. On l'a pris, en fait. On a pris notre temps. J'aurais peut-être quelques petites questions. Comment... Tu sais, les plateformes de diffusion, on voit, c'est pas facile. Hein? Tu sais, là, je te dirais, puis comme créateur, puis tu sais, je suis aussi dans l'industrie, puis je produis, puis tout ça, mais l'accès à la diffusion auprès de grandes plateformes, on a cité audio régulièrement, on a parlé de Cube, c'est pas toujours facile, je sais que tout différemment, mais l'accès à ces plateformes-là est très difficile. C'est vraiment un club select pour être diffusé dans ces plateformes-là. Ça, tu vois, moi, je n'étais pas au courant de ça. Oui, c'est plutôt difficile. Mais je me demandais, quel rôle pourrait jouer Télé-Québec de ce côté-là? Est-ce que
suis pas un spécialiste. C'est vrai, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Parce que, justement, quand je me faisais la réflexion, bon, qu'est-ce que j'écoute, tout ça, parce que je savais que tu allais me le demander. Puis je me suis rendu compte, c'est ça, qu'il y a beaucoup de contenu sur Radio-Canada par le biais d'audio. Il y en a sur Cube, mais c'est ça, je me suis rendu compte que Télé-Québec n'est pas un joueur. Non, ça pourrait. Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question. Puis tu sais que Télé-Québec, on vient de leur donner beaucoup d'argent pour des émissions jeunesse. Mais en même temps, l'objectif, c'est de rejoindre les jeunes. Donc, tu sais, la télé, c'est une chose. Évidemment, le numérique, là, ils vont pouvoir améliorer leur présence numérique. Mais écoute, je prends cette suggestion-là avec beaucoup d'intérêt. Regarde ça, parce que si on regarde l'ensemble des défis qu'on a et des enjeux qu'on a soulevés depuis tantôt, il me semble que ça viendrait cocher pas mal de cases. Là. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est un médium qui rejoint, je pense, encore là, je m'avance, là, on n'a pas de chiffres, mais je pense qu'instinctivement, on peut tous se dire que, comme je disais, les jeunes sont habitués de choisir sur demande puis de consommer leurs produits culturels. Je pense qu'on les rejoint comme ça. Puis, tu sais, il faut aussi penser à... Je voyais passer ça récemment, tu sais, qui produit ce contenu-là? Il faut aussi que ce soit pensé pour les jeunes. Donc, qui de mieux que les jeunes pour le produire? Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, tantôt, quand tu nous as parlé de ta table de concertation, je ne les connaissais pas toutes, mais je me disais, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de jeunesse là-dedans. C'est sûr. Là, en même temps, leur défi, je me suis fait reprocher ça au départ en disant, on regarde la photo, si l'objectif, c'est de rejoindre les jeunes... Bon, je comprends, mais en même temps, c'est pas un comité qui tu sais, par exemple, ceux qui me conseillent les façons de bien rejoindre les jeunes, c'est un comité très technique à qui j'ai dit, moi, je veux qu'on rejoigne les jeunes, là, ça, c'est déjà acquis. On doit être plus présent sur les plateformes, on a besoin d'outils internationaux, d'outils législatifs ou réglementaires, fiscaux, jusqu'où on peut aller, tu sais, c'est très technique. Donc, moi, je m'appuie sur leur expérience. Tu vois, le fait qu'ils soient plus âgés, c'est correct. ça va être utile. De mon expérience, là, surtout pour rejoindre les jeunes, mais je te dirais que ça peut être la solution dans bien des cas, c'est de leur donner les clés, tout simplement. Oui. Je suis assez d'accord. Ouais. Radio Jeunesse, on fait ça d'ailleurs avec eux. On les finance, puis c'est des jeunes qui font de la radio pour les jeunes, entre autres en ligne. Il y a un laboratoire à Radio-Canada. D'ailleurs, il y a quelqu'un de Radio-Canada ici ce soir, aujourd'hui. Il y a un laboratoire RAD à Radio-Canada. Oui. Ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Ils nous ont un peu donné les clés. Hein? C'est la meilleure production de tout ce qui se fait à Radio-Canada, à mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non, c'est vrai que c'est bon. Puis, on peut s'inspirer de ça peut-être un peu avec Télé-Québec, mais Radio-Canada a beaucoup, beaucoup de moyens. Puis c'est intéressant aussi, il y a des belles initiatives. Là, ça, c'est ça, je rentre pas là-dedans. Okay, mais il y a aussi en France, où il y a des... Tu sais, en France, ils ont vraiment été capables d'aller rejoindre les jeunes. Un bel exemple. Oui. Je suis content d'avoir parlé... j'ai même pas son nom, rien. J'aurais aimé le pouvoir le... merci beaucoup. Écoute, j'ai d'autres questions, mais on a vraiment fait le tour, puis j'ai l'impression qu'on va constamment revenir au fait qu'il faut qu'on s'assoie puis qu'on se parle. Oui, c'est vrai. Il faut se parler. Il faut se parler, oui. Oui, c'est connu, c'est célèbre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta présence aux engagés publics, pour ta présence au Festipod. Merci beaucoup, tout le monde, d'être là. Finalement, je suis content de l'audience. J'ai eu peur. Je me suis dit tantôt, il y avait genre 2-3 personnes d'assez. Oui, il était stressé, mais mon Dieu, il m'avait dit, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Mais je trouve qu'il y a bien du monde, c'est correct. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro. Je suis entouré de tous mes collègues, Marie-Christine, Jean-Samuel, Louis-Philippe et François, que j'ai pas le droit de le dire, qui est aussi là, qui est un des fondateurs. Fait que merci beaucoup, puis allez sur nos plateformes, on est sur YouTube, on est partout, puis voilà. Merci. Merci tout le monde.